Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, messieurs les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, monsieur le président de l'Académie des technologies, messieurs les représentants de la DGESCO, madame la rectrice et messieurs les recteurs, madame la chef du département Asie, Afrique, Océanie et Francophonie de la DREIC, monsieur le président de la Fondation La Main à la Pâte, messieurs les inspecteurs généraux, madame et messieurs les correspondants académiques pour la science et la technologie, madame la vice-présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie, chères consoeurs, chers confrères, chers élèves, chers professeurs, mesdames et messieurs. La cérémonie de remise des prix La Main à la Pâte est chaque année un moment fort et attendu de la vie de l'Académie des sciences. Avant que la pandémie de Covid-19 ne s'invite dans nos vies, c'était l'occasion de nous réunir dans la grande salle des séances de l'Institut de France, sous le regard d'augustes portraits et de nobles statues, dont surplombant la tribune celle de Molière, dont nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la naissance, et d'y faire souffler un vent de jeunesse. Déjà l'année dernière, la crise sanitaire nous a obligés à nous retrouver par écran interposé, et il en va encore ainsi cette année. C'est évidemment avec regret que nous avons dû renoncer à nous rencontrer dans la vraie vie, mais pour voir le bon côté des choses, on peut se dire que ce que nous perdons en convivialité, nous le gagnons en une participation plus grande que ce que permet notre capacité d'accueil sur place. Bienvenue donc à toutes et à tous, où que vous soyez, pour ce moment de partage. L'Académie des sciences a dans ses missions de promouvoir l'enseignement des sciences. Elle s'y emploie de diverses manières, dans le cadre en particulier d'une délégation à l'enseignement et à la formation, conduite par Eric Westhoff, membre de l'Académie, que je remercie, ainsi que son équipe pour leur engagement. Une action tournée vers l'éducation à laquelle l'Académie est profondément attachée et dont elle est particulièrement fière, est bien sûr celle de La Main à la Pâte. Cette aventure a commencé ici, il y a 25 ans, à l'initiative de nos confrères Georges Charpak, prix Nobel de physique 1992, Pierre Léna et Yves Quéré. Elle se poursuit depuis maintenant plus de 10 ans dans le cadre d'une fondation associant l'Académie aux écoles normales supérieures de Paris et de Lyon. Et je tiens à remercier et en féliciter Daniel Rouen, son président, ainsi que toutes ses équipes. La Main à la Pâte continue avec énergie à porter le projet de contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement de la science et de la technologie à l'école primaire et au collège, école du socle commun où se joue l'égalité des chances. Elle promeut une pédagogie basée sur une démarche d'investigation et d'expérimentation dont l'objectif est de stimuler chez les élèves un esprit scientifique. Il ne s'agit pas seulement d'éveiller des vocations pour préparer les Marie Curie ou les Alan Turing de demain, mais aussi d'offrir à chaque enfant la possibilité de s'approprier les clés, lui ouvrant les portes d'une meilleure compréhension du monde, la possibilité de se doter d'un esprit critique qui lui permette plus tard, scientifique professionnel ou non, d'avoir une vision citoyenne éclairée. Ce besoin est évident dans notre société où les avancées de la technologie sont tous les jours plus nombreuses, nichées au cœur de notre vie quotidienne de manière tellement omniprésente qu'on peut arriver à en oublier que la science en est le moteur et que leur compréhension est essentielle pour ne pas y être asservi. À l'heure où les opinions sont parfois mises sur un pied d'égalité avec les faits eux-mêmes, avec le cortège d'infox qui les accompagne, suivre la démarche de La Main à la Pâte et apprendre dès le plus jeune âge à interroger le réel de façon concrète, en confrontant les hypothèses aux observations, est un levier essentiel pour prévenir l'obscurantisme. La Main à la Pâte est bien sûr le cadre qui nous réunit aujourd'hui, mais je voudrais ajouter que l'attachement profond de l'Académie des sciences aux questions d'enseignement prend aussi d'autres formes. Ceci se traduit concrètement par diverses actions conduites sous l'égide d'un comité pour l'enseignement des sciences, avec le souci d'être une force de réflexion, de critique et de proposition. Ainsi, pas plus tard que mercredi dernier, la question de l'enseignement des sciences et la nécessité de lui donner l'importance nationale qu'il mérite a fait l'objet d'une rencontre associant l'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine et les députés et sénateurs de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il traduit la volonté persistante de l'Académie d'être en dialogue non seulement avec le monde de l'enseignement, mais aussi avec le monde politique et la sphère de la décision publique, pour une sensibilisation partagée aux enjeux de l'école d'aujourd'hui et de demain. Si cette édition 2022 des prix La Main à la Pâte se tient aujourd'hui, c'est à beaucoup qu'elle le doit, et je tiens à remercier celles et ceux qui en ont été les acteurs, les classes tout d'abord, élèves et enseignants réunis, ainsi que les étudiants futurs professeurs pour les projets qu'ils ont conduits et pour nous les faire partager en candidatant. Le jury ensuite, son président Thierry Giamarchi, membre de l'Académie, ainsi que toute l'équipe de la Fondation La Main à la Pâte, pour la lourde tâche qui leur a incombé d'examiner de nombreux dossiers de grande valeur.
Avant de découvrir avec vous le palmarès de cette édition des prix de la main à la pâte, je vais maintenant donner la parole à Maxime Schwartz, biologiste et grand connaisseur de Pasteur, Pasteur dont nous fêtons cette année le 200e anniversaire de la naissance, pour une intervention dont je ne doute pas qu'elle sera particulièrement stimulante. Merci de votre attention. À toi, Maxime. Bien, bonjour à tous. Cette année, comme ça vient de vous l'être dit, c'est la précédente, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette année, comme ça vient de vous l'être rappelé, nous célébrons la mémoire de Louis Pasteur, qui est né il y a 200 ans. Vous savez bien qu'il a été l'inventeur de la pasteurisation et qu'il a inventé les vaccins. Bien entendu, il était membre de l'Académie des sciences. Pour vous faire comprendre pourquoi on s'engage dans une telle commémoration, je vais vous raconter une histoire de microbes. Il était une fois en Hollande, attendez que ça marche, je vais vous mettre en route. Voilà. Il était une fois en Hollande, à la fin du XVIIe siècle, au moment où Louis XIV régnait sur la France, un marchand de draps très consciencieux. Pour vérifier la qualité de ses tissus, il utilisait un microscope de sa préparation. Vous voyez sur cette diapositive, c'est en fait plutôt une grosse loupe. Il l'utilisait pour vérifier la qualité de ses tissus. Mais un jour, il a eu l'idée d'aller regarder autre chose que ces tissus. Et par exemple, il a été examiner une goutte d'eau qu'il avait prélevée dans un lac voisin. Et dans cette goutte d'eau, il eut la surprise de voir un très grand nombre de ce qu'il a considéré comme étant des petits animaux, qu'il a appelés des animalcules. Et voilà les dessins qu'il a faits à l'époque. Les plus petits, qui sont tout en haut à gauche dans un rond, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des bactéries. Et pour vous donner une idée de leur taille, elles font de l'ordre du millième de millimètre, ce qu'on appelle un micron. Ça représente à peu près 1/100 de l'épaisseur d'un cheveu. Alors ces animalcules qu'on a appelés par la suite micro-organismes ou microbes, sont longtemps été considérés comme des curiosités de laboratoire et absolument dénuées d'intérêt. C'est alors qu'intervint Louis Pasteur, 150 ans plus tard, puisqu'il est né le 27 décembre 1822. C'était alors le règne de Louis XVIII. Il est né dans le Jura, qui est donc proche de la frontière suisse. Il a d'abord été attiré par l'art et il a confectionné une quarantaine de pastels, dont celui qui est ici, qui représente sa mère. Et vous voyez, ce pastel a été réalisé quand il avait 13 ans. Je ne sais pas si beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, dans ces âges-là, seraient capables d'une telle qualité de pastel. Mais convaincu par son père, il a finalement décidé qu'il allait essayer de s'engager dans une carrière d'enseignant. Il est entré à l'école normale supérieure alors qu'il avait 21 ans. Pour vous montrer à quoi il ressemblait à l'époque, voilà un dessin qui a été fait de lui. Il a, dès la fin de ses études à l'école normale, fait une découverte considérable dans le domaine de la chimie dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et c'est peu après, quelques années plus tard, quand il a été nommé professeur à l'université de Lille, qu'il a fait la rencontre des microbes. Dans cette université, il se trouve qu'un de ses élèves est venu le voir en lui disant que son père avait de grandes difficultés dans la confection, la préparation d'alcool à partir du jus de betterave. Son père était évidemment un industriel. Effectivement, dans les cuves où devait se fabriquer l'alcool, eh bien, en fait, il y avait beaucoup d'acidité et de très mauvaises odeurs s'en dégageaient. Et alors, l'élève a demandé à Pasteur s'il pourrait s'occuper de ce problème. Alors, la production d'alcool résulte d'un phénomène qui était très mystérieux à l'époque, qu'on appelle la fermentation. Le phénomène était mystérieux, mais il était quand même utilisé depuis l'Antiquité
pour fabriquer des boissons alcoolisées comme le vin et la bière, mais aussi le pain ou bien des produits laitiers comme le yaourt. Et ce processus de fermentation était considéré comme purement chimique. Mais lorsque Pasteur a été examiné le contenu des cuves où s'effectuait la fermentation, il a constaté, comme d'ailleurs d'autres l'avaient vu avant, qu'il y avait dans ces cuves une multitude de petits organismes, les animalcules, si vous voulez, comme les appelait le Hollandais. Pour ce faire, il a utilisé un microscope un peu plus perfectionné que celui de ce fameux marchand de draps. Et il a vu que donc, dans ces cuves, il y avait des levures. Vous en avez entendu parler, on en utilise en pâtisserie, par exemple. Ces levures qui ont été dessinées à l'époque de Pasteur par un de ses amis qui faisait les dessins, eh bien, je vous rappelle que leur taille, c'est de l'ordre de quelques millièmes de millimètres. Et il a compris assez vite que la fermentation résultait du fait que ces levures mangeaient le sucre qu'il y avait dans le jus de betterave et se développaient grâce à cette alimentation, mais en même temps crachaient un déchet, et ce déchet, c'était l'alcool. Mais alors, que se passait-il dans les cuves où la fermentation se passait mal? Eh bien, il a constaté qu'outre ces levures, il y avait de grandes quantités d'un autre micro-organisme qu'on appelait alors le ferment lactique. Et ce ferment, au lieu de produire de l'alcool, produisait de l'acide. Donc, Pasteur a commencé à regarder quels étaient les micro-organismes responsables des différentes fermentations. Il a vu que chaque fermentation avait son micro-organisme particulier. En fait, le ferment lactique que vous voyez là intervient dans la fabrication du yaourt à partir du lait. Vous en avez un autre qui intervient dans la transformation du vin en vinaigre, etc. Et en étudiant ces micro-organismes, il a montré comment on pouvait les cultiver. Et ce faisant, il a en fait créé une discipline très développée aujourd'hui qui s'appelle la microbiologie. Donc, avec ces découvertes sur les fermentations, en fait, Pasteur a révolutionné l'industrie agroalimentaire. Parce qu'à partir de ce moment, au lieu de laisser les fermentations se produire spontanément, on pouvait ajouter le bon microbe, le bon ferment pour faire sa fermentation. Et en plus, on pouvait suivre le déroulement de la fermentation avec un microscope pour s'assurer qu'il n'y avait pas de mauvais microbes qui s'y introduisaient. Et ce sont là, effectivement, les conseils qui ont été donnés au père de son élève. Mais Pasteur ne s'en est pas tenu là, parce que Napoléon III lui a demandé de s'occuper d'un grave problème qui était la conservation du vin. En effet, le bon vin français avait tendance à s'altérer et ça posait des problèmes, notamment vis-à-vis des Anglais à qui on en vendait d'assez grandes quantités. Et bien, Pasteur a compris que si le vin devenait mauvais, c'est parce qu'il introduisait des mauvais microbes qui faisaient des mauvaises fermentations. Et donc, il a proposé un moyen de se débarrasser de ces mauvais microbes en chauffant légèrement, enfin vers 50 à 60 degrés le vin, et ça éliminait les mauvais microbes, et ça permettait donc au vin de se conserver. Cette méthode, eh bien, vous la connaissez sous le nom de pasteurisation. Alors, la pasteurisation n'est pas beaucoup plus guère utilisée pour conserver le vin, mais elle est utilisée pour conserver de nombreux autres produits, et vous avez tous vu des produits pasteurisés comme ceux que je vous montre ici. Alors, c'était bien beau de montrer que les fermentations étaient dues à des microbes, mais d'où venaient donc ces microbes? Et une théorie assez répandue à l'époque était que ces microbes apparaissaient spontanément dans les milieux. Il faut bien dire qu'on voyait le vin se faire à partir du jus de raisin sans qu'on n'ajoute rien initialement. Donc, c'était la théorie de la génération spontanée. Eh bien, Pasteur a pu réfuter cette théorie en montrant qu'à chaque fois que des microbes se développaient dans un milieu, eh bien, ces microbes venaient toujours de l'extérieur. Et à cette occasion, il a montré que des microbes, eh bien, il y en avait plein dans l'air, généralement portés par des poussières, mais il y en avait aussi dans l'eau, il y en avait sur tous les objets qui nous entouraient, qu'en fait, nous vivions dans un monde de microbes sans nous en être rendu compte auparavant. Alors, la plupart des microbes qui sont partout sont
ou totalement inoffensifs, ou en fait très utiles à l'homme, comme dans les fermentations par exemple, et puis surtout utiles à l'équilibre écologique général de la planète. Cela dit, Pasteur se rendit compte assez rapidement que finalement, certains de ces microbes pourraient bien être responsables des maladies contagieuses. Et c'est ce qu'il a démontré en parallèle avec son concurrent qui s'appelait Robert Koch ou Robert Koch, un Allemand, et tous deux ont effectivement pu démontrer que les maladies contagieuses étaient dues à des microbes, que chaque maladie avait son microbe. Et ils ont ainsi pu isoler les microbes responsables de maladies dévastatrices comme la peste, le choléra, la tuberculose, etc. Alors savoir que les maladies contagieuses étaient dues à des microbes eut de multiples conséquences. D'abord, ça a été le développement de l'hygiène, qui a pour objectif de nous protéger contre ces microbes de l'environnement qui peuvent venir d'autres personnes malades. L'hygiène est absolument partout dans notre vie courante et on en voit une illustration très pratique actuellement puisqu'on développe toute une série de pratiques d'hygiène, les fameux gestes barrières pour se protéger du coronavirus. Mais outre l'hygiène, la connaissance de l'ennemi, du microbe, a permis de développer les vaccins et plus tard les antibiotiques. Alors les vaccins, ce sont eux qui ont vraiment fait la gloire de Pasteur. Son idée, c'était de se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait rendre l'homme et les animaux résistants aux microbes donneurs de maladies? Alors en fait, un médecin anglais qui s'appelle Edward Jenner avait déjà un siècle plus tôt trouvé un moyen de protéger les humains contre une maladie très courante, la variole, une maladie qui faisait énormément de morts. Et vous pouvez voir ici une photo prise d'un enfant atteint de variole avec toutes ses pustules. Et en fait, à peu près le tiers des personnes qui étaient atteintes de variole en mouraient. Donc c'était une maladie très répandue et très grave. Bien, Edward Jenner, cet Anglais, avait constaté que, d'une part, les vaches avaient souvent une maladie bénigne qui s'appelait la vaccine et qui ressemblait un peu à la variole parce qu'elle donnait aussi des pustules. Notamment, les vaches avaient des pustules sur leur pie. Les vachères qui traillaient ces vaches attrapaient quelquefois cette vaccine qui se traduisait par la présence de quelques pustules sur leurs bras. Mais ces vachères qui avaient contracté cette vaccine ensuite étaient résistantes, immunisées contre la variole. Donc Edward Jenner s'était dit, on va essayer de transmettre la vaccine à des enfants et comme ça ensuite ils vont résister à la variole. Et c'est effectivement ce qu'il a fait, c'est illustré sur ce dessin de l'époque. Vous voyez sur la droite, vous voyez une vachère qui est en train de redescendre sa manche après que Jenner, qui est à gauche, lui a prélevé un peu de pus dans cette pastille, dans cette pustule de vaccine. Et ensuite, il est en train de mettre un peu du contenu de cette pustule dans le bras de l'enfant qui est lui-même dans les bras de sa mère. Eh bien, effectivement, il a pu constater que les enfants qu'on vaccinait, on leur donnait la vaccine, ensuite, ils étaient protégés contre la variole. Alors, Jenner ne savait pas que les maladies contagieuses, notamment la variole, étaient dues à des microbes. Mais un siècle plus tard, Pasteur, lui, l'avait compris et il s'est vite dit que sans doute, eh bien, la vaccine pourrait être une forme atténuée du microbe de la variole. Et si c'était le cas, alors peut-être pourrait-on vacciner, protéger contre d'autres maladies en isolant des formes atténuées de microbes qui donnent des maladies virulentes et en utilisant ces microbes atténués pour protéger contre les maladies virulentes. Et il a pu montrer que cette hypothèse était exacte, d'abord dans le cas de maladies animales, où il a pu, connaissant le microbe responsable de ces maladies animales, isoler des mutants, si vous voulez, des variants qui étaient atténués, et en inoculant ces variants atténués, il protégeait contre le microbe virulent. Eh bien, c'est cette technique qu'il a utilisée le 6 juillet 1885 dans le cas de la rage chez un jeune garçon qui s'appelait Joseph Meister. Ce jeune garçon avait été très gravement mordu par un chien enragé et donc contaminé par le microbe de la rage et avait un grand risque
de mourir de la rage dans des conditions atroces. Donc, Pasteur, qui était parvenu à atténuer le microbe de la rage, il a fait injecter ce microbe, c'est ce que vous voyez sur cette couverture de magazine, et le jeune garçon, Joseph Meister, n'a pas contracté la rage. Ce résultat a été confirmé par la vaccination d'un grand nombre de personnes mordues par des animaux enragés, et ça a été à chaque fois un succès, et cela a assuré la gloire de Pasteur. Dès lors, Pasteur a été considéré comme bienfaiteur de l'humanité. Donc, je pense que ceci, vous voyez ici ce tableau très connu qui représente Pasteur en train de préparer son vaccin contre la rage. Alors, bienfaiteur de l'humanité, c'était bien mérité parce qu'en fait, les succès de Pasteur dans sa vaccination contre les maladies animales, puis dans sa vaccination contre la rage, ont ouvert la voie à la fabrication de nombreux vaccins qui ont pu protéger l'homme et les animaux contre un très grand nombre de maladies, souvent mortelles. Donc vous voyez, au vu de ce que je viens de vous résumer, tout ce qu'a fait Pasteur dans le domaine des microbes, la compréhension de leur rôle dans la fermentation, le domaine agroalimentaire, ses découvertes concernant les microbes des maladies contagieuses, la confection des vaccins, etc., tout cela mérite bien que l'on célèbre le bicentenaire de sa naissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant, extrêmement actuel. Actuel évidemment par l'actualité du bicentenaire de Pasteur, mais aussi actuel par ce que l'on vit et ce que l'on traverse tous les jours. Alors, je crois que maintenant, il est temps de passer à la partie suivante du programme qui va concerner la remise des prix proprement dite. Et pour cela, je vais donner la parole à Thierry Giamarchi, qui était le président de ce jury des prix de la main à la pâte. Thierry, je te donne la parole. Merci beaucoup, Patrick. Donc, mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chères enseignantes et enseignants et chers élèves, je ne vais pas reprendre la longue liste que Patrick a déjà énoncée en début de cette cérémonie. C'est évidemment pour moi un plaisir et un honneur d'être à nouveau le président du jury des prix de la main à la pâte. Je crois que Patrick a très bien indiqué l'attachement que l'Académie des sciences et je dois dire aussi en mon nom personnel, nous avons pour cette institution. Cette année, je dois dire que nous avons reçu un nombre de dossiers, aussi bien pour le prix école-collège que les prix dont vous allez entendre parler un petit peu plus tard, professeur formateur et master des métiers de l'enseignement, de l'éducation, de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Nous avons reçu de nombreux dossiers de très haute qualité, malgré une année difficile pour je dirais la deuxième année, alors non pas à cause d'un microbe, mais cette fois-ci à cause d'un virus que vous connaissez tous. Et donc, ça fait vraiment, pour le jury, c'était un vrai plaisir de voir ces dossiers de très haut niveau. Et bravo à toutes celles et ceux qui ont participé, que c'était couronné par un prix ou pas, et avoir rendu la tâche du jury très difficile. On adore quand vous nous rendez la tâche difficile pour choisir, évidemment, ces dossiers qui ont été primés. Donc, je vais avoir l'honneur de remettre ou de faire le déroulé du palmarès avec Madame Danielle Olivier, qui est la vice-présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie, qui présentera un prix spécial chimie, et avec Madame Elisabeth Play, qui est membre du jury et qui vous présentera les dossiers et les prix professeurs formateurs et MEEF pour faire plus court. Je voudrais, avant de commencer le déroulé de cette cérémonie, remercier évidemment l'ensemble des membres du jury, à nouveau, qui ont avec beaucoup d'enthousiasme évalué les dossiers, discuté avec passion des
très beaux dossiers qui nous étaient présentés, et également Madame Alba Capa, que vous avez vu apparaître virtuellement pendant une demi-seconde au tout début de l'exposé de Maxime Schwartz, et qui agit, j'allais presque dire dans l'ombre, mais qui est vraiment l'âme qui tient l'ensemble des prix de la main à la pâte, et qui est également responsable de l'organisation de cette cérémonie. Voilà, sans plus attendre, je voudrais passer à la remise des prix du palmarès. Donc, je vais vous présenter pour ma part le palmarès des prix école et collège, et nous allons commencer par les mentions au palmarès. La première mention au palmarès est attribuée à l'école primaire Pierre Macorlan à l'Henri-Voiret au Finistère, pour le projet présenté par Monsieur Stéphane Alemani avec 26 élèves de CM1 et CM2, qui s'appelle Projet de sciences participatives. Donc bravo, toutes mes félicitations, au nom du jury et en mon nom personnel évidemment. Et je crois que nous allons avoir une petite présentation, donc je laisse la parole. En CM2 de l'école publique de l'Henri-Voiret, une commune proche de Brest en Bretagne. Notre projet nous tient à cœur car il s'agit d'aider les scientifiques à observer et à recueillir des données sur les microplastiques présents dans le sable sur les plages. Nous habitons à côté de la mer. Nous allons faire de la voile. Nous observons des phoques à Port-Salle. Nous observons l'estran et nous aimerions préserver ce milieu. Alors en quelques mots, notre projet de sciences participatives Preventing Plastic Pollution consiste à devenir une classe pilote pour fabriquer et tester un kit afin de collecter du sable sur la plage et extraire les microplastiques. Le kit pourra être utilisé par beaucoup d'autres classes volontaires pour aider les chercheurs. Quand on aura récolté assez de données, on pourra agir pour lutter contre la pollution. Nous avons fait de nombreuses expériences sur la densité du plastique, la modélisation pour fabriquer des pelles de 250 ml avec une imprimante 3D, un allié, un aquarium d'eau de mer. Nous avons effectué des prélèvements sur la plage et présenté le projet en public lors des journées jeunes reporters des arts et des sciences et de l'environnement. Nous remercions particulièrement Tristan Attin, le responsable médiation et culturelle scientifique à Oceanopolis. Merci à l'Académie de nous avoir remis cette mention au palmarès. On m'entend ou pas? Oui, vous nous entendez? On vous entend, allez-y. Vas-y. On remercie l'Académie pour le diplôme de la main à la pâte. On est très content d'avoir fait ce projet de sciences participatives. On a commencé l'année dernière. Je m'appelle Camille et je suis en CM2. Cette année, l'année prochaine, les élèves de CM1 continueront. Merci à vous et félicitations à nouveau. Bravo et bonne continuation pour le projet, pour la classe de CM1 pour l'an prochain. Nous allons passer à la deuxième mention. Donc la deuxième... Pardon. D'accord. Donc la deuxième mention est attribuée à l'école élémentaire Les Tamaris à Béziers dans l'Hérault pour le projet qui est présenté par Madame Ophélie Vidal et 19 élèves de CM1, CM2 qui s'intitule La tête dans les planètes. Donc je crois que Madame Ophélie Vidal ne peut pas être avec nous aujourd'hui, que c'est son directeur d'école, Monsieur Jean-François Klein, si je ne me trompe pas, qui va présenter ce projet. Donc je vous laisse la parole. En CE2, nous avions déjà travaillé sur les planètes du système solaire et nous avions appris leur nom et leur ordre. En CM1, nous sommes partis à la découverte de ces planètes. D'abord, nous avons étudié la Terre, la Lune, le Soleil, mais il y avait beaucoup d'autres choses à explorer. Les planètes rocheuses, gazeuses, les tailles des planètes, leur distance. Nous avions fait des maquettes en papier, jolies
mais pas très solide. La maîtresse nous a alors proposé un défi, d'autres maquettes, plus justes pour représenter tout ça. Elle nous a prévenu que c'était loin d'être évident, mais nous avons relevé le défi. Nous avons d'abord dessiné et imaginé des projets, le matériel, les étapes à suivre. Rapidement, il a fallu faire pas mal de mathématiques, des calculs, encore des calculs. Trouver la bonne réduction, l'échelle à utiliser pour les planètes, pour leur distance. Un sacré entraînement. Puis chaque groupe s'est lancé dans la fabrication, le fond, les planètes, la fixation. Parfois il a fallu plusieurs essais, car les matériaux n'étaient pas faciles à utiliser, ou qu'ils étaient trop lourds. Mais c'était très amusant aussi. Pour les maquettes individuelles, ça a été un peu plus simple. Un peu de géométrie cette fois, et de couture aussi, pour pouvoir emporter nos maquettes à la maison dans des sacs. À la fin, nous avons ajouté un mode d'emploi pour pouvoir montrer tout ça chez nous. Et les petits frères et les petites sœurs ont pu à leur tour avoir des planètes plein les yeux. On vous écoute, allez-y. Bonjour à tous. Alors déjà, bonjour aux représentants de l'Académie des sciences, bonjour aux représentants de la Fondation La main à la pâte, et bonjour à toutes les classes qui sont présentes aujourd'hui. Merci également aux personnes qui ont permis cette cérémonie dans des conditions particulières. Alors aujourd'hui, Madame Vidal n'a pas pu être présente, mais je vais lire le mot qu'elle vous laisse, un petit message de sa part. Merci à l'Académie des sciences et à la Fondation La main à la pâte pour ce prix et plus généralement pour leur action qui nous aide à mettre en place des projets concrets et motivants en classe. Bravo aux autres lauréats ainsi qu'à mes élèves qui s'étaient beaucoup investis et amusés sur ce projet, ce qui est toujours la meilleure façon d'apprendre. Nous espérons pouvoir participer à nouveau et vous rendre visite dans les conditions plus simples dans les années à venir. Merci à tous. Je laisse un petit mot aux élèves pour la remise de ce prix. Voilà, vous pouvez... Vous voulez dire un petit mot? Ouais, elles sont très contentes de la remise de ce prix, très fières aussi. Peu d'élèves aujourd'hui, bon, c'est dû à la condition sanitaire du moment, mais toute la classe et toute l'école est très fière du travail accompli par l'enseignante et par les élèves. Bravo. Bravo encore, merci beaucoup à vous. On ne peut que vous encourager de recommencer à participer et on espère pouvoir vous accueillir sous la coupole, cette fois-ci en vrai et pas en virtuel, dans le monde 3D et non plus 2D comme nous le faisons en ce moment. Bravo encore pour ce prix. Nous allons continuer la cérémonie avec les seconds prix. Nous avons attribué 3 seconds prix cette année. Et donc, nous allons commencer par le prix qui a été attribué à l'école primaire Charles-Lebourg à Nantes, dans la Loire-Atlantique, pour le projet qui est présenté par Mesdames Marie-Lise Collin et Madame Julie Bainvel et 50 élèves de CM1 et CM2. Quoi de neuf sous le soleil? Bonjour, nous avons créé un afficheur de messages relié à un panneau solaire. Nous avons choisi cette énergie pour préserver la planète. Ce projet a été construit par les cycles 3 de l'école Charles-Lebourg de 2019 à 2021. Mais aussi Sequoia, pôle sciences de la ville de Nantes. C'est aussi Monsieur Barrault, chercheur dans la photovoltaïque à la faculté des sciences, qui nous a aussi aidés. Avec l'aide de Sequoia, on a fait un travail en classe qui consistait à nous apprendre comment faire un circuit électrique. Avec l'aide d'Ecopole, en novembre 2019 et 2020, on a fait une animation énergie sur les énergies renouvelables. On a utilisé l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne. On a visité la centrale photovoltaïque de Beaulieu le 12 novembre 2019. Nous avons travaillé avec les mallettes du groupe Mérite
pour comprendre comment marchait un panneau solaire pour notre objet. Nous avons rencontré Monsieur Barrault qui nous a aidé à construire notre objet solaire et nous a parlé de son travail. Grâce à lui, nous sommes allés à l'IMN et nous avons assisté à une conférence. Et nous avons vu des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'IMN. Grâce à tout ce que nous avons appris, nous avons pu construire un cahier des charges et le support du panneau solaire à Sequoia. Nous avons créé un objet roulant pour le déplacer sous le soleil. Les roues sont autobloquantes. Nous avons installé ce panneau incliné à 30 degrés pour qu'il capte mieux les rayons du soleil. Nous avons mis du plexiglas avant le panneau d'affichage pour pouvoir le protéger de la pluie. Nous avons créé une trappe pour faire des réglages en cas de problème. À l'intérieur, on trouve une batterie qui stocke toute l'énergie et un répartiteur qui répartit toute l'énergie dans l'objet ou qui la stocke. Bravo encore. Donc, je vous laisse la parole, on vous écoute. Pas de petits mots. Donc... C'est bon. C'est bon. Alors, allez-y. Il y avait un petit problème de son. Allez-y. Merci au jury de nous avoir décerné le prix. On est heureux de le partager avec les personnes qui nous ont aidés. Sequoia, Emmeline, Mylène et César pour les matériaux et l'aide à la construction. Monsieur Barrault pour son accueil à l'Institut Jean Rouxel, pour le panneau solaire et pour le partage de ses connaissances. Et une pensée pour les CM2 des années 2019, 2020 et 2020-2021 parce qu'ils ont commencé le projet. Merci. Merci à vous, bravo à l'ensemble de la classe et évidemment aux deux enseignantes pour leur enthousiasme et ce très beau projet et félicitations à nouveau pour ce prix. Bravo. Donc, nous allons continuer par le second prix qui a été attribué au collège Louis Paulan à Sartrouville. Dans les Yvelines, pour le projet qui est présenté par mesdames Zaya Fetchi et Jamila Gadouche et 84 élèves de 6e et qui s'intitule Paulan et les oiseaux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du collège Louis Paulan à Sartrouville en Yvelines et plus précisément de son projet Paulan et les oiseaux. Projet mené par les élèves de 6e. Nos journalistes de terrain vont faire le point sur la situation. Effectivement, Lola. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à côté du petit bois, proche du collège. Il y a quelques mois, les élèves étaient rassemblés pour observer les oiseaux. Tous étaient contre le projet proposé au maire de raser le petit bois pour en faire un parking. Mais il leur fallait des preuves scientifiques. Ils se sont donc lancés dans une démarche d'investigation que vous allez découvrir ici. Bonne soirée sur Yvelines Télé. Bonjour, nous sommes les élèves du collège Louis Paulan. Après l'annonce faite par le maire, nous avons cherché à observer les différentes espèces d'oiseaux pour montrer la richesse en biodiversité du petit bois et empêcher la construction du parking. Nous avons d'abord pensé à nous cacher dans un coin pour observer les oiseaux à l'aide de jumelles. Nous avons pris des photos grâce à notre tablette. Les résultats sont plutôt décevants. Les oiseaux sont trop loin, nous ne savons pas les identifier. Et nous sommes, malgré nos efforts, trop bruyants. Nous sommes donc revenus en classe et nous avons appris à les reconnaître grâce à l'application BirdLab. Nous avons également fait en sorte d'améliorer notre protocole en mettant face aux mangeoires que nous avions fabriqués en technologie des pièges photographiques discrets qui pourraient prendre en photo facilement les oiseaux 24 heures sur 24. Nous avons installé 2 mangeoires, une près du bois et une dans une zone non boisée afin de comparer et de pouvoir être sûr qu'il y avait bien plus d'oiseaux côté bois. Nous avons donc fait une expérience test et une expérience témoin. Nous avons ensuite récupéré nos photos qu'avaient prises nos caméras. Nous sommes répartis au travail pour faire des comptages et réaliser des graphiques afin de comparer les oiseaux. Nous avons ainsi pu montrer qu'il y avait une grande présence et une grande diversité d'oiseaux dans le petit bois. Nous avons ensuite proposé un poster scientifique à envoyer au maire en lui donnant nos preuves afin de conserver le petit bois. Merci d'avoir regardé Science Actu. Bravo, et je vous passe la parole en direct. Bonjour. Nous remercions la Fondation La Main à la Pâte ainsi que l'Académie des Sciences pour avoir organisé ce prix
qui a permis à de nombreux élèves d'apprendre en participant à un projet commun. Nous souhaitons remercier les professeurs qui nous ont aidés à mener à bien ce projet, notamment Madame Gadouche, Madame Thierry et Madame Petit, pour la construction des mangeoires, la compréhension des résultats. Nous remercions aussi tous les élèves qui ont participé à ce projet au fil des ans, ainsi que tous ceux qui ont fait la vidéo avec moi, Milo, Salomé, Chloé et Lola, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et surtout, félicitations aux autres collèges ayant participé, qu'ils aient gagné ou non. Nous espérons qu'ils se sont autant fait plaisir que nous lors de la réalisation du projet et de la vidéo. Merci à tous. Nous, les professeurs et la direction du collège, nous remercions également le jury et nous sommes très honorés d'avoir reçu ce prix. Nous sommes très fiers des élèves, de leur travail et de leur investissement. Nous allons continuer à nous battre pour faire des sciences vivantes qui aiguisent la curiosité et l'esprit critique des élèves. Nous remercions également M. Mathieu Farina, la chercheuse en écologie Elsa Bonneau, la mairie de Sartrouville, le projet étant factice. Le petit bois est au contraire, très valorisé par la ville et nous les remercions, ainsi que l'association Natureville et M. Yves Quéré. Et j'oublie bien d'autres personnes. Merci à tous. Merci à vous, félicitations à toutes et à tous pour un très beau projet qui illustre bien les démarches scientifiques avec une expérience témoin. Donc bravo pour porter cet enthousiasme de la science. Et je pense qu'il y a un mot qui a été dit qui est important, c'est se faire plaisir également, qui est une composante importante de l'aspect de faire des sciences. On y prend également beaucoup de plaisir. Donc bravo encore. Nous allons passer au troisième second prix, donc, qui est décerné au Collège Montesquieu à Orléans, dans le Loiret, pour le projet présenté par M. Éric Venaille et des élèves de la 6e à la 3e et qui s'intitule Stratosphérique Dragon. Je vous laisse la parole. Bonjour, je suis Éric Venaille, je suis professeur de physique-chimie au Collège Montesquieu à Orléans et j'encadre les élèves donc, du Club Sciences du collège. Club Sciences qui a participé à l'élaboration et au lancement d'un ballon stratosphérique. Le rôle des élèves, épaulés par des étudiants de l'école Polytech Orléans, était de concevoir et construire la nacelle ainsi que l'ensemble des capteurs qui devaient être à l'intérieur. Mon rôle dans le ballon, ça a été essentiellement de concevoir la nacelle, c'est-à-dire que nous, avec mes potes, nous avons tracé les traits pour savoir quelle taille. Nous avons découpé les plaques de polystyrène et nous avons mis de l'aluminium dedans pour isoler la nacelle. J'ai solidifié le capteur et aussi j'ai tenu le ballon pour qu'il ne s'échappe pas. Moi j'ai fait les caméras et la plante aussi, les graines. Le ballon est revenu. On a planté les graines qui sont allées dans l'espace et les graines qui sont restées sur Terre. On n'a vu aucune différence. Bien, on a mis du temps à préparer et après on a enfin pu le lancer. Bravo aux élèves qui sont restés motivés malgré la situation sanitaire, malgré toutes les péripéties que nous avons pu rencontrer. Et quelques images maintenant. Bravo pour ce très beau projet, ces images magnifiques qui ne viennent pas d'une galaxie lointaine, très lointaine, mais beaucoup plus proche de chez nous. Et je vous donne la parole. Allez-y. Allez-y. Bonjour à tous. Et je tiens à vous remercier, l'association La Main à la Pâte et l'Académie des Sciences pour nous avoir décerné le deuxième prix pour notre projet stratosphérique. Et merci beaucoup à notre professeur de sciences et à toute l'équipe qui est en partie présente ici à Montesquieu. Merci beaucoup. Merci. Bravo, félicitations. Félicitations.
Donc, nous allons maintenant passer au premier prix et équivalent. Vous savez qu'en plus des prix qui sont directement attribués par la main à la pâte, il y a des prix qui sont attribués en collaboration avec des partenaires de la main à la pâte. Et c'est le cas en particulier d'un prix spécial chimie qui est attribué par la Fondation de la chimie. Et c'est avec grand plaisir que je passe la parole à Madame Danielle Olivier, qui est vice-présidente de la Fondation de la chimie et qui va vous parler du dossier qui a reçu le prix spécial chimie. Voilà, je vous passe la parole. Eh bien, merci beaucoup. Je dois dire que nous avons, enfin d'habitude, la Fondation de la Maison de la Chimie a l'habitude de s'occuper plutôt des programmes du secondaire ou du supérieur ou même de la recherche. Mais ce fut un très, très grand plaisir dans le cadre de notre partenariat avec la main à la pâte, d'examiner les projets de tous ces établissements et de voir avec quel enthousiasme tout cela était mené. Et alors, je crois qu'en ce qui concerne le prix spécial de la chimie, des problèmes de santé, il me semble, ont empêché donc Madame Moreau, Madame Patricia Moreau, qui, avec 12 élèves des classes de CE1 et de CE2 de l'école primaire Les Oliviers à Béziers, de présenter un projet de vidéo. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit hier. Mais je voudrais dire combien le professeur donc Jean-Claude Bernier, qui avec moi a examiné les différents dossiers qui nous étaient proposés, nous avons choisi vraiment sans ambiguïté, nous avons été vraiment particulièrement enthousiastes pour sélectionner le projet de Madame Moreau. Et pourtant, nous avions des pressions pour ne pas le sélectionner parce que Madame Moreau est tellement brillante qu'elle a déjà obtenu une sélection auparavant. Mais franchement, c'était tellement bien que nous n'avons pas pu faire autrement. Et je voudrais vraiment la féliciter parce que je ne sais pas si elle peut m'entendre, je ne sais pas si les élèves peuvent m'entendre, je ne sais pas si la direction de l'établissement peut m'entendre, mais c'est vraiment un excellent modèle d'initiation à l'enseignement des sciences dans le primaire, que ce projet qui s'appelle Du plastique, oui, mais du bio. C'est un projet vraiment ambitieux, complet, qui a été réalisé avec rigueur et professionnalisme. Il couple, du point de vue pédagogique, plusieurs concepts: l'observation de la nature, la compréhension de la chimie d'un polymère et le souci de l'environnement. Au cours du déroulement du projet, les élèves se sont d'abord documentés, ce qui n'est pas facile en CE1, sur ce qu'est une chaîne de molécules qui constitue un polymère. Et puis, de façon plus expérimentale, plus pragmatique, ils ont observé en ville, chez eux, dans la nature, toutes les sortes de plastiques qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie de tous les jours. Ensuite, on est passé au travail expérimental proprement dit. Dans des ateliers, ils ont manipulé des produits biosourcés pour fabriquer des objets solides, légers. Ils ont suivi les procédés de fabrication, liquides solides, puis des solides imperméables pouvant contenir un liquide. Des fiches et des cahiers ont été produits avec même une bande dessinée qui était en élaboration, qui n'a pas pu être terminée à cause de la pandémie. Mais vous voyez que tout cela représente un travail vraiment considérable. Et en plus de cela, tout le déroulé de ce programme a été suivi par des contacts avec des chimistes de l'Université de Montpellier. Alors vraiment, c'est un projet qui est parfait en tant que démarche scientifique. C'est un projet qui est très pédagogique, qui a été enrichissant pour les élèves, qui associe les approches expérimentales, théoriques, l'exploitation des résultats, les échanges avec les experts du domaine. Bref, c'est un bon exemple. Alors, je ne sais pas
qui va me suivre pour valoriser plus ce projet, mais vous voyez que moi, je suis profondément fan de ce projet et je crois traduire l'avis du professeur Jean-Claude Bernier, mon collègue, dans cette analyse. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Madame Moreau et sa classe, même s'ils ne peuvent pas être avec nous pour des circonstances dues à des circonstances exceptionnelles. Donc, on les félicite pour ce magnifique projet qui effectivement a enthousiasmé l'ensemble du jury, et on espère que via la chaîne YouTube, ils puissent aussi participer un petit peu à la cérémonie. Et merci à Madame Danielle Olivier d'avoir présenté avec autant d'enthousiasme le projet, je dirais en lieu et place de la vidéo que la classe n'a pas pu nous fournir. Nous allons passer au second premier prix, si je puis dire, qui est décerné par la main à la pâte et qui est décerné à l'école élémentaire de Dracy, dans l'Yonne, pour le projet présenté par M. Xavier Terrien et 23 élèves de classe de CE1, CE2, CM1, CM2, qui s'intitule « Projet Science au verger ». Au cours de l'année scolaire 2020-2021, nous avons réalisé un projet jardin. Nous voulions planter un potager dans la cour de l'école. Mais avant de planter, nous voulions savoir ce qu'il y avait dans le sol de la cour. Nous avons étudié ce sol et celui de 2 vergers. Nous avons appris à quoi servent les sols. Ils ont différentes fonctions. Ils peuvent être cultivés, ils supportent nos maisons, nos routes, nos constructions. Ils stockent l'eau, ils hébergent des animaux et des végétaux. Chaque sol est différent. Il est important de connaître la qualité d'un sol avant de choisir quoi y planter. Si nous voulons planter un potager dans la cour de l'école, c'est intéressant de le connaître un peu mieux. 2 chercheurs sont venus nous aider pendant 2 jours. Avec eux, nous avons fait des expériences. Avec ce projet, nous avons appris à travailler comme des chercheurs. À la fin du projet, nous avons écrit un article scientifique. Donc, bravo à toutes et à tous. Félicitations pour ce très beau projet. Et je vous passe la parole en direct. Je vous remercie. Je vais faire quelques remerciements rapides. Merci aux membres du jury. C'est un grand honneur pour la classe de recevoir le prix. Et puis, très modestement, on est très fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés dans le village, les amis les membres des amis des écoles, tous les bénévoles, les 2 municipalités de Dracy et de Didier-Saint-Benoît, qui sont les 2 communes de l'école, les chercheurs de l'INRA qui nous ont aidés, et puis aussi l'association Romarin, les membres de la SECPA, de la cité scolaire de Clichy, les correspondants des TIMI, leur enseignante, Madame Gatteau, Jean-Midi, Monsieur Buchner, Monsieur Fort. Je sais que tout le monde nous regarde, donc je vous dis à tous merci. L'aspect scientifique, il était très court dans les 2 minutes, mais il sera détaillé plus amplement sur le site. Il y avait aussi beaucoup de mathématiques, de français, d'art, beaucoup de choses. Donc tout ça, ce sera détaillé, j'espère, pour en faire profiter.
tout le monde. Et je vais rajouter quelques informations. Notre école, elle est dans un petit village. Il y a 230 habitants. Les élèves viennent de 2 villages, de Tracy et de Villiers. Villiers-Saint-Benoît. Et en fait, ce prix récompense non seulement Dracy, mais aussi l'école de Villiers. Les enfants ils s'apprennent à travailler ensemble dans des classes uniques de la maternelle XTP à Villiers-Saint-Benoît avec Madame Dina, ensuite avec moi du C1 au CM2. Et au fond, ils ont appris à coopérer de petit, à expérimenter, à argumenter, à discuter, à confronter leurs points de vue. Et c'est aussi ce qu'on a fait dans ce projet. Et puis on est dans un territoire qu'on appelle la France des territoires, la France périphérique, mais c'est un peu notre point faible, notre environnement, on a fait notre point fort. On est un peu loin de tout, loin des structures sportives, culturelles, scientifiques, loin des pôles d'excellence. Et pourtant, on est primés, on est les premiers, donc on est très très fiers. Notre environnement, ça a été le sujet de notre étude. Et on s'est rendu compte qu'on a un environnement très riche, un sol vivant. Donc, merci, les élèves sont très contents. Là, on voit qu'ils sont un peu énervés. On attendait ce moment avec impatience. Donc voilà. Et j'espère que les enfants se rappelleront de ce travail. Et le dernier point, sans faire de politique, ni aucun... sans faire de politique ni aucune logique partisane, c'est une école à classe unique dans un petit village à l'heure de la carte scolaire. Voilà, ça montre aussi que tout le village est fier de son école et c'est très important. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Félicitations à nouveau pour ce très très beau dossier qui a également enthousiasmé le jury. Et félicitations aussi pour l'aspect coopération entre les classes et pour avoir transformé en force ce que vous mentionniez comme pouvant être des faiblesses. Je crois que c'est vraiment dans l'esprit, la main à la pâte. Et à nouveau, donc on vous félicite les 2 classes et évidemment les enseignantes et enseignants pour ce très très beau travail. Voilà, cela conclut la présentation des prix école et collège. Et donc, nous allons passer maintenant à d'autres catégories de prix. Et donc, avant de donner la parole à Madame Elisabeth Play, qui va vous présenter le palmarès pour ces 2 autres catégories, je voudrais saisir l'occasion pour remercier une nouvelle fois l'ensemble des classes qui ont soumis des dossiers dans cette année très, très particulière, qu'elles aient obtenu ou pas une mention ou un prix. Et évidemment, à nouveau, les lauréates et les lauréats. Donc, je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour ces prix, l'ensemble de ces prix école et collège. Bravo, bravo à toutes et à tous. Voilà, sur ce, sans plus attendre, je passe la parole à Madame Elisabeth Play qui va vous présenter les 2 autres catégories de prix, professeur formateur et MEF. Merci Thierry. Donc, je vais vous présenter le palmarès des prix Master MEF. Alors, peut-être un petit mot sur ce prix. C'est un prix qui récompense des mémoires de master rédigés par des étudiants préparant au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, et consacré dans l'esprit de la main à la pâte à un enseignement rénové des sciences et de la technologie, ou bien à la formation des enseignants en sciences et technologies. Alors, je précise que ce prix est exclusivement honorifique et qu'il atteste de l'importance que l'Académie attache à l'enseignement des sciences dans la formation initiale et continue des professeurs. Le jury des prix Master MEF s'est réuni le 18 octobre 2021 et a décerné cette année 2 premiers prix ex aequo, un second prix et une mention au palmarès. Alors, chaque lauréat va prendre la parole pour vous présenter en 1 minute une idée forte du mémoire. Donc, une mention au palmarès est d'abord attribuée à Madame Salomé Hollard pour son mémoire de Master MEF, 1er degré,
de l'Académie de Nice, intitulé « La représentation de l'immensité de l'espace stellaire chez les élèves ». Donc, Madame Hollard, je vous donne la parole. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je veux remercier la Fondation La Main à la Pâte pour cette récompense ainsi que son jury. J'aimerais aussi remercier Madame Michalet, qui est une enseignante de CM2 à l'école Tordeau à Tourette-le-Vins, près de Nice. C'est là où j'ai réalisé mon stage, donc je voulais la remercier pour cette aubaine. Je veux aussi remercier l'INSPE Stéphane Liégeard de Nice, où nous sommes formés pour notre master MEF, ainsi que Monsieur Braco, qui est enseignant là-bas, qui est mon tuteur de stage. Donc, ce projet, c'est issu de mon mémoire, dont l'objectif est de faire imaginer aux élèves l'immensité de l'espace proportionnellement à notre échelle. Et nous avons ainsi réalisé un projet de maquette du système solaire où l'objectif était de mettre à l'échelle les dimensions des astres et à la fois leur distance par rapport au Soleil. Et à la suite de cette expérience, nous avons remarqué qu'il était très difficile de réaliser les deux à la fois. Et les élèves se sont rendus compte par cette expérience de l'immensité du cosmos. Ça a été très enrichissant pour eux. Merci beaucoup. Félicitations, Madame Hollard. Donc, le second prix est attribué à Madame Marine Rognon pour son mémoire de Master MEF premier degré, également à l'INSPE de Nice, qui s'intitule « Cahier d'expérience et apprentissage de vocabulaire scientifique en moyenne et grande section de maternelle ». Madame Marine Rognon, si vous voulez prendre la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alors en fait, moi qui suis passionnée de sciences, je voulais voir avec mes élèves de maternelle, donc j'avais des moyennes et grandes sections de maternelle l'année dernière, comment il était possible de structurer les apprentissages en sciences avec des élèves si jeunes, non lecteurs. Et j'ai utilisé pour cela un cahier d'expérience, donc des traces écrites, très visuelles, des dessins, des schémas d'observation. Et avec ce support, j'ai évalué mes élèves quant à leur connaissance du vocabulaire spécifique employé. C'était dans le cadre de plantation et d'observation de bulbes en classe. Et grâce à ce support, à cette structuration des apprentissages qui suivaient notre manipulation, j'ai pu noter que de si jeunes élèves pouvaient bénéficier d'un tel support pour retenir à plus long terme le vocabulaire scientifique. Et je n'aurais pas pu réussir cela sans Margarita Romero, Isabelle Artico, toute l'équipe de l'INSPE Nice-Liégeard, tous mes collègues de l'école de Fabron de Nice de l'an dernier. Et merci à vous pour ce prix qui récompense tant d'efforts et tant de travail tout au long de l'année scolaire précédente. Merci Madame Rognon. Et puis félicitations à l'INSPE de Nice pour ces deux prix. Alors, le jury a décerné également deux premiers prix ex aequo. D'abord à Madame Laïla Oubakil pour son mémoire de Master MEF, premier degré, à l'INSPE de Saint-Germain-en-Laye, dont le titre est « Les apports de l'éducation au développement durable au cycle 2, évolution des conceptions initiales et du comportement des élèves ». Je ne suis pas sûre que Madame Leïla Oubakil soit connectée. Alors, bonjour. Oui, très bien, parfait. Est-ce que vous me voyez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Du coup, dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour ce premier prix. C'est un honneur pour moi que mon travail soit aujourd'hui récompensé. Alors, je remercie également dans un même temps mon tuteur de mémoire, Monsieur Savina. On est très fiers que notre travail aujourd'hui ait une certaine reconnaissance. Alors, en quelques mots pour mon mémoire, ce mémoire illustre l'un des grands enjeux des programmes scolaires, à savoir l'éducation au développement durable. Il traite essentiellement du tri sélectif des déchets avec des élèves de CE2 dans une école des Mureaux. L'élaboration de ce mémoire est une réflexion entre l'articulation d'un sujet actuel
de société, donc le tri sélectif, et l'apport de connaissances et de compétences chez les élèves de cycle 2. La séquence d'apprentissage que j'ai moi-même construite est en lien ici avec une problématique et après un travail de recherche bibliographique qui a pour objectif ici d'induire une prise de conscience collective chez les élèves afin de faire évoluer leur comportement vis-à-vis de l'environnement et des déchets, mais également de développer une argumentation liée aux enjeux de développement durable, celle-ci prenant appui sur la démarche d'investigation. Alors, l'analyse de données effectuée à travers mon mémoire a permis de démontrer une réelle évolution du comportement des élèves. Leur comportement à la fin de notre séquence d'apprentissage a été très exemplaire et très responsable de leur part. Une implication de la part des parents a également été soulignée à la fin de ce travail. Et ici, notre mémoire a permis l'évolution des conceptions initiales des élèves vis-à-vis de l'environnement, mais également vis-à-vis des déchets. Ainsi, ce travail a eu un réel impact positif sur les élèves qui ont démontré une réelle prise de conscience des éco-gestes. Donc voilà. Merci. Je vous remercie encore. Merci Madame Oubakil et félicitations. L'autre premier prix est attribué à Monsieur Guillaume Lorimier pour son mémoire de Master MEF second degré parcours mathématiques de l'INSPE de Grenoble, dont le titre est « Dans quelle mesure la pédagogie de projet permet-elle des apprentissages sur le plan mathématique et sur le plan des attitudes ?» Voilà, Monsieur Lorimier, vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Guillaume Lorimier, je suis enseignant en mathématiques dans l'Académie de Grenoble. Donc, je remercie tout d'abord la Fondation Jury pour m'avoir retenu pour ce projet de mémoire, donc, qui visait à évaluer les apprentissages d'une classe engagée dans une démarche projet. Donc, en fait, le projet consistait à mesurer une rivière sur le point de vue du débit, donc de mesurer du débit, de la pollution, et également des insectes, le tout dans une démarche scientifique. Donc, ce projet a permis de mettre en application des notions mathématiques et c'était très concluant pour ma part. Donc, je tenais particulièrement à remercier Michel Gandy, directrice de l'IREM de Grenoble, qui fut ma tutrice durant mes mémoires et qui m'a apporté son soutien tout au long du projet. Donc, je retiendrai principalement de cette expérimentation que sur le plan pédagogique, il faut faire confiance aux jeunes et aux élèves pour leur permettre de construire leurs apprentissages sur la base de leurs propres expériences. Ces dernières doivent être faites en lien avec l'extérieur pour sortir d'une logique purement scolaire de la part des élèves. Donc, je noterai que le potentiel de développement de ce type d'action est important, tant du point de vue des élèves que des enseignants, mais néanmoins des freins encore multiples au sein des établissements et dans le système actuel du second degré. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Monsieur Lorimier et félicitations. Bonne continuation à tous les lauréats dans votre classe. Donc nous allons passer maintenant au prix professeur formateur. Alors, le prix professeur formateur récompense des lauréats du CAFIPEMF. Le CAFIPEMF, c'est le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur, ou du CAFA, certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique. Donc, des lauréats qui ont soutenu, en vue de leur admission, un mémoire sur un enseignement rénové des sciences. Le jury se réunit en fait tous les 2 ans, donc il s'est réuni cette année, pour étudier les dossiers de l'année en cours et de l'année précédente. Alors cette année, le jury des prix professeurs formateurs s'est réuni également le 18 octobre 2021 et a décerné 2 prix que je vais vous présenter. Donc,
un prix donc à Madame Alexia Blondel pour son mémoire de CAFI-PEMF présenté dans l'Académie de Poitiers, dont l'intitulé est « Exploitation d'un espace de biodiversité, accompagner les enseignants pour développer les compétences d'observation en sciences chez les élèves ». Madame Blondel, je vous donne la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Mon mémoire en quelques lignes. Dans la cour d'école, un arbre, un tilleul, symbole de la liberté, de la laïcité, illustrant une époque de l'histoire et dont la présence n'est pas liée au hasard. Mais son système racinaire, déformant le bitume, provoquant de nombreuses chutes, a eu raison de sa présence. Cette histoire, vous la connaissez bien. C'est celle de nos cours d'école. Ce lieu est aujourd'hui à repenser, à revégétaliser en faveur de la biodiversité. Mon mémoire consiste à donner des pistes pour exploiter un espace de biodiversité dans le but d'accompagner les enseignants pour développer les compétences d'observation en sciences chez les élèves. Du dessin d'observation nécessitant un cerveau, du papier et un simple crayon, outil scripteur pour les plus initiés d'entre nous, à la découverte du microcosme à l'aide du microscope USB pour ne pas oublier l'ère du numérique, ce mémoire, en plus de se vouloir inspirant, retrace l'histoire des sciences à l'école. Concrètement, voici un tuto extra court. Munissez-vous d'élèves volontaires, d'une équipe pédagogique vaillante, d'élus de collectivités ultra motivés, de chercheurs à l'université en forme et l'œil vif, et d'un grand saladier. Mélangez le tout avec conviction et ajoutez une pointe de formation sur le sujet, puis des financements, après avoir laissé reposer l'ensemble à température ambiante le temps que la mayonnaise prenne. Régulièrement parsemé de petites graines germées, bonnes pour la santé et les idées. Ce concept s'appelle la co-construction, s'appuyant sur l'intelligence collective. Il est ici en faveur d'une mise en œuvre sur le terrain, telle est la suite logique de ce mémoire. Un grand merci à tous les membres du jury pour cette belle reconnaissance et j'ai une pensée particulière aux collègues qui m'ont inspirée et soutenue dans cette expérience. Merci Madame Blondel, merci aussi pour votre recette et félicitations. Merci. Donc, et l'autre prix est attribué à Monsieur Pierre Niexig pour son mémoire de CAFI-PEMF présenté dans l'Académie d'Amiens et qui s'intitule « En quoi former un enseignant à la démarche d'investigation lui permet de rendre plus cohérente sa pratique professionnelle en général ». Monsieur Niexig, vous avez la parole. Bonjour, je tenais à vous remercier, l'ensemble des membres du jury de l'Académie des sciences et de la Fondation La Main à la Pâte. J'ai une pensée également pour l'équipe du sans-pilote La Main à la Pâte Oise-Nogent, avec laquelle j'ai collaboré, et également l'équipe de la circonscription de Senlis du premier degré. Et puis j'ai également aussi une pensée pour Haïti, parce que cette réflexion, je l'ai engagée il y a une vingtaine d'années, lorsque pendant 2 ans, j'ai participé à un projet de développement avec la Fondation La Main à la Pâte, justement en Haïti, et l'objectif était d'encourager les enseignants haïtiens à s'approprier la démarche d'investigation. Cette expérience a un peu changé ma vie, je vous l'avoue, et elle m'a fait notamment comprendre la nécessité de formaliser et d'expliciter clairement, mais aussi très simplement les étapes de la démarche d'investigation pour qu'elle soit bien comprise comme une démarche structurée et structurante pour l'enseignant, mais aussi pour les élèves. Et dès lors, il m'a semblé intéressant, c'est un petit peu ce que je faisais en tant qu'enseignant également, de savoir dans quelle mesure cette démarche, elle pouvait être transférable et utile à d'autres disciplines. Dans le cadre de mon mémoire, je me suis intéressé plus particulièrement à l'histoire, afin que ça puisse être aussi utile pour l'enseignant, pour lui permettre d'être plus efficient dans sa préparation de classe, mais aussi pour rendre sa pratique professionnelle beaucoup plus cohérente. Par ailleurs, j'ai le sentiment aujourd'hui que la démarche d'investigation, si elle est clairement structurée, elle est d'autant plus nécessaire, notamment à l'école, dans un environnement social qui, de mon point de vue, devient de plus en plus complexe. Et cette démarche d'investigation serait peut-être un atout indispensable à l'école de demain. Merci à tous. Merci, Monsieur Niexig. Merci pour votre réflexion. Merci donc à tous, merci et bravo à tous les lauréats et lauréates. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Daniel Rouen, président de la Fondation La Main à la Pâte. Oui, bien, bonjour à tous et à tous. Merci à Patrick Landrin pour avoir donné la longue liste de toutes les personnes de qualité qui
qui assistent à cette séquence. Alors, moi, je vais m'adresser principalement à vous, les élèves, en commençant bien sûr par des félicitations. Vraiment, vous nous avez fait découvrir des projets qui étaient enthousiasmants, très différents les uns des autres, mais qui tous témoignaient d'un vrai goût pour la science. Et vous avez su la pratiquer activement par le questionnement, la discussion, la collaboration, ça c'est important, et puis l'expérimentation. J'ai vu des projets très divers. Alors, l'astronome que je suis a bien sûr bien aimé les jolies planètes en pâte à sel et le lancement d'un ballon stratosphérique a été vraiment une aventure assez fantastique. Je suis ensuite ravi de constater que l'environnement a été particulièrement présent avec les plastiques bio, avec l'afficheur alimenté par panneaux solaires ou encore l'ensemble impressionnant de mesures faites au verger, avec l'écologie à base de caméras pièges photographiques pour observer les oiseaux, et enfin avec la belle opération de sciences participatives sur les plastiques en bord de mer. C'était de vrais travaux de chercheurs avec une authentique démarche scientifique, vraiment bravo. Alors ces travaux me rappellent un peu cette période où j'étais élève comme vous. J'aimais bricoler, par exemple, je sais que je fabriquais des espèces de tracteurs avec des bobines et des élastiques, et puis parfois j'apportais mes productions à l'école pour poser des questions à mon maître. Et comme vous, donc, sans le savoir, je suivais pas mal des idées de la pédagogie portée par la main à la pâte. De l'imagination, une expérience construite avec des objets de la vie de tous les jours, des questions que la curiosité pousse à essayer de résoudre, des plus ou moins bonnes solutions trouvées après des tâtonnements, de la discussion avec les autres, de la réflexion. Enfin, tous les enfants pratiquent naturellement la méthode de la main à la pâte. Alors, je vous souhaite de conserver précieusement, de développer cette curiosité et ce goût des questions scientifiques et technologiques que vous avez démontré dans vos projets. Je vais vous donner ce que je considère comme 4 bonnes raisons pour cela. D'abord, pour la satisfaction de pouvoir se débrouiller de façon autonome dans la vie de tous les jours, en appliquant ce que vous avez appris, en comprenant, en résolvant des problèmes techniques ou scientifiques qu'on rencontre en faisant la cuisine, en réparant son vélo, en jardinant, en se promenant en forêt, prenant soin de sa santé intelligemment. Ensuite, peut-être pour transmettre vos connaissances à votre famille. La science a fait des progrès depuis que vos parents sont allés à l'école et n'ont peut-être pas eu la chance d'être amenés comme vous à une science qui passionne. Par exemple, leur expliquer pourquoi il faut prendre les informations qu'on trouve sur Internet avec beaucoup de prudence et exercer son esprit critique en cherchant à les vérifier attentivement. Pourquoi refuser de se faire vacciner est une mauvaise idée qui fait que les maladies pratiquement disparues sont en train de réapparaître. Et bien entendu, on pense tout particulièrement à la Covid-19 qui perturbe tant notre vie en ce moment. Mais rassurez-vous, la science va permettre de s'en débarrasser. Pourquoi le gaz carbonique augmente trop vite à cause de l'activité humaine telle qu'elle est actuellement est mauvais pour notre planète en provoquant le réchauffement climatique. Mais là aussi, il faut être confiant que des solutions seront trouvées grâce à la science et à la technologie. Et puis, vous pourrez leur parler aussi de la disparition rapide de beaucoup trop d'espèces animales ou végétales qui pourra être stoppée en changeant certains de nos comportements. Alors, c'est aussi pour devenir de vrais acteurs de votre avenir. Ce sera très vrai quand vous serez des citoyens, que vous devrez voter pour choisir un maire, des députés, voter pour un choix qui engage votre commune, votre région ou toute la société. Comment voter si vous ne comprenez pas les enjeux souvent scientifiques, comme ceux liés à la santé, au réchauffement de la planète, à la pollution, aux moyens de transport, aux questions de la production d'électricité, de la préservation de la nature. Surtout, pardon de me répéter, mais quand il y a beaucoup de fausses informations sur ces questions qui circulent sur Internet. Enfin, et même si cela ne concernera qu'une partie d'entre vous, j'espère que ce goût de la science que vous aurez acquis à l'école poussera quelques-unes et quelques-uns parmi vous à devenir femmes ou hommes de science, c'est-à-dire chercheurs, ingénieurs, techniciens, professeurs. Ils pourront alors pratiquer parmi les plus beaux métiers au monde. Faire de la science et de la technologie ou l'enseigner, c'est d'abord être utile en permettant à l'humanité de mieux comprendre le monde et tous les mécanismes qui l'animent chez les êtres vivants ou dans les phénomènes naturels. Cela conduit à des progrès qui permettent de mieux vivre ou de résoudre des problèmes que rencontrent les humains, comme avoir assez de nourriture sans abîmer notre planète, soigner mieux et plus de maladies, avoir assez d'énergie électrique, limiter les effets du réchauffement climatique. Je peux vous garantir que c'est aussi un authentique plaisir
quand on arrive à trouver quelque chose de nouveau, une explication à un phénomène physique, une molécule utile, un théorème de mathématiques, une nouvelle exoplanète, un vaccin, une nouvelle espèce animale, bref, quelque chose que personne n'avait vraiment établi, en n'oubliant cependant jamais qu'on part toujours du travail de beaucoup d'autres avant vous et qu'on avance toujours beaucoup mieux en équipe, exactement comme vous l'avez fait. Je vous souhaite donc beaucoup d'autres plaisirs en continuant à faire de la science. Je vous demande aussi d'être confiant que grâce à la science qui a permis de fabriquer des vaccins et qui a donné des conseils précis sur les gestes barrières, on pourra bientôt sortir de cette période pénible de crise du Covid. Alors, je finirai par des félicitations à tous les professeurs très investis dans ces projets avec vous et aussi aux futurs professeurs qui ont fait le choix d'enseigner la science dans l'esprit de la main à la pâte qui ont été récompensés aujourd'hui. J'adresse bien sûr mes remerciements chaleureux au jury présidé par Thierry Gamarchi et Elisabeth Play aussi, aux membres de la main à la pâte et de l'Académie des sciences qui ont organisé superbement cette séance de prix, à la logistique qui était quand même délicate, il faut le dire. Merci donc à Alba Capa, à Sophie Laja. Merci aussi aux inspecteurs, aux partenaires, en particulier la Maison de la Chimie, sans oublier bien entendu Maxime Schwartz pour sa passionnante conférence. Enfin, je rappellerai qu'il existe une association des Amis de la main à la pâte qui permet à des personnes actives comme retraitées de contribuer aux actions de la Fondation, en particulier via le programme Partenaires scientifiques de la classe. Allez voir le site de la main à la pâte pour trouver comment rejoindre cette association. Alors, je vais maintenant céder la place à M. Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui nous a fait l'honneur de présider cette remise de prix. Je crois savoir qu'il y a une information importante à nous annoncer à propos de l'enseignement des sciences à l'école primaire. Merci. Monsieur le Président de l'Académie des sciences, cher Patrick Flandrin, Monsieur le Président de l'Académie des technologies, cher Denis Ranck, Monsieur le Président de la Fondation, cher Daniel Rouen, Mesdames et Messieurs les recteurs, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs et chers élèves. Je ne puis être présent avec vous aujourd'hui du fait des contraintes d'agenda, mais je tenais vraiment à vous adresser ces quelques mots pour cette cérémonie à laquelle je tiens beaucoup, la cérémonie de remise des prix de la Fondation La Main à la Pâte. D'abord, je veux évidemment féliciter les lauréats, qui, par la qualité de leur projet, ont montré combien ils se sont saisis de l'esprit de La Main à la Pâte. C'est un esprit de recherche et d'investigation qui se concrétise par un raisonnement qui se voit. C'est aussi un esprit d'initiative collective qui fait de cette démarche un laboratoire d'idées et d'innovation. Et puis, c'est un éveil de la curiosité scientifique parce que vous vous attachez à examiner le réel. Donc, un très grand bravo. Bravo aux élèves de l'école des Oliviers et à ceux de l'école des Tamaris de Béziers. Bravo à ceux de l'école de Dracy. Bravo à ceux de l'école Charles-Le-Bourg de Nantes. Bravo à ceux du collège Louis-Paulan de Sartrouville, aux élèves du collège Montesquieu d'Orléans et aussi aux élèves de l'école Pierre-Macorlan de l'Henri-Voiret. Je félicite et remercie également tous vos professeurs qui vous ont engagés dans cette belle aventure et vous ont accompagnés dans vos projets. La diversité de ces projets témoigne de votre saisie du champ immense de la science. De l'étude du plastique bio à la conception et au lancer d'un ballon stratosphérique, ou encore de la création d'un potager à l'étude du système solaire, ou même de l'observation des oiseaux à l'installation d'un panneau photovoltaïque, vous avez fait preuve de curiosité. Aristote ne dit-il pas que l'étonnement est le moteur de la réflexion ? Platon dit que l'étonnement est la première qualité du philosophe. Et donc vous avez confronté vos remarques, vous avez soumis ces remarques à la critique, et vous avez peu à peu construit votre projet. Vous le savez, je soutiens depuis très longtemps l'action de la Fondation La Main à la Pâte. Ce partenariat est en effet extrêmement précieux pour l'éducation nationale, tant il permet d'éveiller les élèves à la démarche et aux beautés de la science, de les initier à la démarche d'investigation et au raisonnement, ce raisonnement hypothético-déductif qui correspond à l'esprit de méthode. Toutes ces compétences sont particulièrement précieuses à notre époque, où trop souvent les esprits s'égarent dans des raisonnements spécieux et confondent science et opinion. Il faut aujourd'hui une pensée méthodique et de la vigilance intellectuelle. C'est à cela que vous vous formez. Et cette grande attention à la science, nous l'avons traduite dans l'offre d'enseignement de la réforme du lycée général et technologique, avec des enseignements de spécialité au programme devenus plus exigeants dans la voie générale, comme dans les séries technologiques. Je pense à STL ou STI2D. Je pense aussi à des disciplines comme les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, les sciences de l'ingénieur,
la nouvelle discipline que représentent numérique et sciences informatiques. À chaque fois, nous nous sommes dit, vous choisissez ces enseignements, et comme vous les choisissez, c'est parce que vous les aimez, vous avez de la passion, et donc vous pouvez les approfondir davantage. C'est une façon de mêler passion et effort, c'est une façon de hausser l'exigence en allant vers vos goûts. Avec aussi l'enseignement commun à tous les élèves de la voie générale qui s'intitule « Enseignement scientifique » au cycle terminal du lycée, nous avons voulu aussi une culture générale scientifique pour tous. Et c'est précisément parce que notre école a plus que jamais besoin de sciences que j'ai décidé, et je vous l'annonce aujourd'hui, d'engager à compter de la rentrée scolaire 2022 un plan volontariste et global de formation continue pour les professeurs du premier degré, consacré à l'enseignement des sciences et de la technologie. Parce que la relation à la science se noue dès le plus jeune âge, et parce que les fondamentaux de la science, le raisonnement, l'esprit de méthode, s'acquièrent dès les petites classes, au travers des professeurs, et parce que la confiance dans la science, dans le progrès, dans la démarche scientifique, ainsi que l'esprit critique, l'esprit de méthode, se construisent au plus tôt. Ce plan sciences et technologies s'inscrira donc aux côtés de deux autres plans lancés depuis 3 ans pour l'un et depuis 2 ans pour l'autre, le plan mathématique et le plan français. Il y aura donc désormais un plan mathématique, un plan français et un plan sciences. Cette initiative répond à un impératif signalé par de nombreuses instances, dont je partage le constat. D'abord, nos élèves rencontrent des difficultés dans les apprentissages scientifiques, comme l'attestent les enquêtes internationales. Ensuite, les professeurs des écoles, par leur parcours initial de formation, ont besoin d'être davantage accompagnés dans l'enseignement des sciences et de la technologie. Nous touchons donc à des enjeux monumentaux qui concernent, je l'ai dit, la relation de nos concitoyens au réel, à la science. Cela concerne aussi l'avenir de notre pays, dans sa recherche, sa créativité scientifique, technologique, dans sa puissance économique, sa réindustrialisation en particulier dans des secteurs d'avenir. C'est donc notre souveraineté et notre rayonnement qui sont aussi derrière cela. C'est pourquoi nous inscrivons notre action dans la dynamique du plan France 2030. Plus nous familiariserons nos élèves dès le plus jeune âge avec la démarche et le champ scientifique, plus nous favoriserons l'éveil des appétences et plus nous susciterons des vocations. Songeons donc qu'en engageant cet ensemble d'actions, nous plantons les graines scientifiques de notre avenir commun. Le plan sciences et technologies épousera les caractéristiques de ses grands frères, si je puis dire, en les accentuant encore. Et son offre s'adaptera totalement à la demande des équipes d'école. Elles exprimeront leurs besoins que leur directeur transmettra au réseau des référents sciences que nous déployons dans tous les départements. La réponse apportée sera ainsi précise, elle sera ajustée au contexte. Il n'y aura pas une sorte d'uniformité, il n'y aura pas non plus d'injonction verticale excessive, mais au contraire une exigence de souplesse et d'attention portée au terrain. Ce sera une réponse en relation directe avec les pratiques d'enseignement, du sur-mesure en quelque sorte, et ce sur-mesure bénéficiera par ailleurs de l'implication forte de nos partenaires, puisque ce sera fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et que nous appelons tous les acteurs, institutions, universités, grandes écoles, sociétés savantes, académies bien sûr, comme l'Académie des sciences, et même au-delà, les acteurs industriels et technologiques. Bref, nous appelons à une mobilisation générale en faveur des sciences et de la technologie à l'école. Nous les invitons, ces acteurs, à intervenir auprès des professeurs des écoles, pour les faire bénéficier de leur expertise, pour les accompagner dans des projets, pour leur faire visiter leurs sites et leurs laboratoires, pour allumer tout simplement la flamme de la curiosité scientifique dans les yeux des enfants. Alors nous allons établir progressivement la cartographie des partenaires, et les professeurs pourront consulter cette cartographie à partir de laquelle ils pourront élaborer leurs projets. Nous allons donc répondre à tous les besoins. Nous allons constituer pour cela une offre très large, une offre multiforme de ressources tout d'abord, avec un vadémécum qui éclairera les programmes de sciences et technologies du cours moyen. Ce vadémécum sera prêt au mois de juin prochain. Une élaboration de fiches de formation en complément et en prolongement de ce vadémécum. Il y aura évidemment une dimension didactique très affirmée. Et puis il y aura l'élaboration d'un parcours d'auto-formation sur notre système de formation à distance que nous appelons Magistère. Notre offre de formation ensuite sera plus souple et plus ajustée dans ses durées, mais aussi dans ses modalités, dans ses formats. Des premières expérimentations vont être lancées à la rentrée avec des équipes volontaires et elles pourront bénéficier à des premiers partenaires engagés à nos côtés. Mesdames, Messieurs, dans la société avancée de la connaissance que les pays européens se sont voués à construire, dans cet avenir commun qui sera éminemment technologique, nos enfants auront besoin de nouer une relation sereine avec la science et de disposer d'un bagage fondamental à partir duquel pourront s'affiner des spécialisations et se préciser des vocations vers des carrières et des destinées scientifiques et technologiques. Une telle ambition se nourrit dès le plus jeune âge et elle a besoin de toutes les énergies. Les élèves lauréats et leurs professeurs en sont aujourd'hui les plus beaux témoins. Avec le plan Sciences et Technologies, dont la main à la pâte sera l'un des tout premiers partenaires, nous nous saisissons pleinement de cette ambition. Je veux encourager vous tous qui nous écoutez, et au-delà, tous ceux qui sont passionnés par la science, à participer à ce nouveau plan Sciences et Technologies. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Ministre. L'annonce que vous venez de faire ne peut que réjouir l'Académie des sciences. Dans un rapport qu'elle avait préparé avec l'Académie des technologies en 2020, celle-ci avait souligné à quel point il était nécessaire d'offrir à tous les élèves, dès le plus jeune âge, un enseignement de sciences et de technologies effectif, attractif et de qualité. Cette nécessité s'appuyait sur un double constat que vous venez de rappeler. D'une part, l'existence de difficultés d'apprentissage chez les élèves, telles que les soulignent les enquêtes internationales, et d'autre part, la nécessité d'un besoin d'adaptation de l'accompagnement des professeurs, à la fois du point de vue de la formation initiale et de la formation continue. Avec le lancement d'un plan volontariste de sciences et technologies, s'inscrivant aux côtés des plans mathématiques et français dans la dynamique du plan France 2030, cet appel a visiblement été entendu, tout comme a été entendu l'appel réciproque à des partenariats auxquels l'Académie sera évidemment heureuse de répondre favorablement. La Fondation La Main à la Pâte, dont l'Académie des sciences est membre fondateur, et l'ensemble de ces réseaux territoriaux, que sont les centres pilotes et les maisons pour la science, seront pleinement impliqués dans la mise en œuvre de ce plan. Au terme de cet après-midi particulièrement riche, je tiens à vous remercier de nouveau, Monsieur le Ministre, pour nous avoir fait la primeur de l'annonce de ce plan sciences et technologies, à la mise en place duquel l'Académie sera particulièrement attentive. Et il me reste bien sûr à féliciter l'ensemble des récipiendaires de cette édition des prix de La Main à la Pâte pour la qualité des travaux qui leur ont valu leur récompense, pour le plaisir qu'ils nous ont donné à les partager et pour l'exemple qu'ils montrent et invitent à les suivre. Merci donc à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette cérémonie de remise des prix de La Main à la Pâte. À bientôt.